9 janvier 2015, 17 h. Pour la première fois dans l'histoire du terrorisme, des troupes d'élite françaises se préparent à mener un double assaut. À l'hypercachère de la porte de Vincennes, où Amédi Koulibaly détient 26 otages, et à Dammartin-en-Goële, où les frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo, se sont réfugiés dans une imprimerie. Les terroristes communiquent entre eux et sont lourdement armés. Je vais tenter de sauver le plus d'otages possible, ça se fera sans doute au péril de la vie du raid, mais on ira. Bon, je me disais que ça tombe sur nous. On est entre la vie et la mort. Je ne connais pas une situation avec des djihadistes en face de nous, en face des forces de l'ordre ou en face des militaires, qui ait donné lieu à une reddition par négociation. Il n'y en a pas. On voit bien que là, il y a une volonté d'extirper le mal, ne pas les prendre vivants. Il n'y avait pas d'autre solution. Si on voulait sauver les otages, il n'y avait pas d'autre solution. Ça a beaucoup tiré. Hein. Ma famille croyait que j'étais mort. Moi, ils ne m'ont pas vu sortir, parce que moi, j'étais sorti bien avant. Poussez-vous, les gars! Comment en est-on arrivé là? Des experts, des témoins, les patrons des forces d'élite nous font revivre ces assauts de l'intérieur. Pour comprendre ce qui s'est joué ce 9 janvier, nous allons, avec eux, remonter le temps. Tout a commencé 2 jours plus tôt, le 7 janvier, siège de Charlie Hebdo. 2 hommes viennent de commettre un massacre. On a mangé le prophète Mohamed! On a mangé le prophète Mohamed! On a mangé le prophète Mohamed! Ma rédaction m'appelle et me dit Élise, viens vite à la rédaction, on a déjà les noms des terroristes et a priori on pense que tu les as déjà croisés par le passé. Il y avait combat de combat au parquet et on est très inquiet de la suite, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit neutralisé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une boucherie quelque part? Il y avait une espèce quand même de panique à bord, hein, et puis une improvisation générale. Il y a une violence inouïe et des actions qui sont incompréhensibles, réfléchies, destinées à marquer les esprits. On a l'impression d'être rentré dans une ère de la menace permanente. J'ai vraiment le sentiment que quelque chose a commencé ce jour-là, ce matin de janvier 2015. Le 7 janvier 2015, la France est sidérée. 12 morts à Charlie Hebdo. Les drapeaux sont en berne et le président Hollande promet une réaction ferme et rapide. Ils seront pourchassés et traduits devant les juges et condamnés. Un discours qui se veut rassurant. Mais les tueurs sont en fuite. Qui sont-ils? Leurs papiers retrouvés dans la voiture qu'ils abandonnent les identifient. 2 frères, Saïd Kouachi, 34 ans, et Chérif Kouachi, 32 ans, né à Paris. Au début de la traque, personne n'imagine qu'ils ont coordonné leur opération avec Amédi Koulibaly, l'homme clé des attentats, le tueur de l'hypercachère. Koulibaly, les Kouachi, des hommes liés jusqu'à la mort. Assez rapidement, on va avoir une destination pour aller intervenir sur les adresses des terroristes et de la famille des terroristes, qui pour l'instant est secrète, donc voilà. Et assez rapidement, j'ai un deuxième coup de fil en disant voilà, c'est sur Reims qu'il faut aller. Reims, la dernière adresse connue de l'aîné des 2 frères, Saïd Kouachi. Là où vivent son épouse et son fils. Là où, sans doute, a été préparé avec Amédi Koulibaly le carnage de Charlie Hebdo. La famille, les proches, diront aux policiers n'avoir rien soupçonné dans les semaines précédant l'attaque. Ce 7 janvier, les forces spéciales engagées dans la traque des tueurs savent qu'ils ne se rendront pas. Leur but, mourir en affrontant les unités d'élite. Je pense que les Kouachi pensaient finir à Charlie.
Et d'ailleurs, ils le diront par la suite, hein, quand ils arriveront à l'imprimerie, c'est ici qu'on va finir. En tout ce temps-là, c'est un peu un temps d'errance. On ne sait plus où aller, on n'a pas prévu ça en fait. On arrive là, dans le véhicule on a tout, nos papiers, nos vêtements, on va mourir de toute façon. Et ça ne se passe pas comme ça. Les frères Kouachi, 2 hommes fichés S depuis 2011, bien connus des services secrets et des médias. Je cours à la rédaction, je ne sais pas exactement de quoi elle retourne. Et en fait, effectivement, on m'apprend les noms et je comprends que j'ai croisé notamment Chérif Kouachi il y a quelques années, puisque j'ai été amenée à couvrir le procès des buts de Chaumont à Paris, qui était donc à l'époque un procès pour une filière d'envoi de combattants en Irak. Je me suis même à l'époque dit que c'était quelqu'un, sans doute, dont on entendrait parler dans le futur, parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de difficultés intérieures et personnelles, sociales, et que c'était une vraie cocotte minute. C'était en 2008. 3 ans plus tard, Chérif Kouachi, le cadet, probablement le plus déterminé, est repéré par la CIA dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda au Yémen. Ce 7 janvier 2015, les 2 frères sont en fuite. Mais dans l'ombre, une menace grandit, restée invisible. Elle porte un nom, Hamedi Koulibaly, le futur tueur de l'hypercacher. Il reçoit ses consignes par mail, cryptées depuis la Syrie. Alors que toutes les forces de police traquent les Kouachi, il enregistre secrètement une vidéo de revendication. Il laisse entendre qu'il n'est pas seul, qu'il agit de manière concertée avec les tueurs de Charlie Hebdo. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout à fait légitime, vu ce qu'ils font. Vengeance du prophète sallam, Masha'Allah, c'est amplement mérité depuis le temps. Vous attaquez la Khalifa, vous attaquez l'État islamique, on vous attaque. Charlie Hebdo, premier massacre d'un engrenage meurtrier. Mais au soir du 7 janvier, seul Koulibaly connaît la suite des événements. Une tragédie qu'il vient de signer. Pendant ce temps, à Reims, les forces de police sont débordées. Les hommes du raid protègent les enquêteurs de l'antiterrorisme qui recherchent des indices et les journalistes qui les suivent pas à pas et parfois même les précèdent sur les lieux de perquisition. La presse connaît elle aussi les adresses des tueurs. C'est quand même pas possible d'être suivi par des journalistes alors que quelques heures auparavant, des collègues à eux viennent de se faire massacrer, qui nous laissent travailler, qui nous laissent tranquilles. Et je leur dis, bon attention, je ne veux pas vous empêcher de faire votre boulot, mais ne nous suivez pas de près, parce que on va faire des perquisitions, et il y a 2 choses l'une, soit les terroristes sont là, ils ne sont pas partis, et ça va, ils vont tirer, et on va riposter, donc il va y avoir des échanges de coups de feu, et vous risquez votre vie, soit à ce moment-là, ils ne sont plus là et les choses se passeront mieux. Mais dans la première hypothèse, c'est dangereux pour vous. Donc, s'il vous plaît, ne nous suivez pas. Une perquisition a lieu en ce moment même au domicile. La traque des frères Kouachi est retransmise en direct. Au suspense fait place la terreur. Via les écrans de télévision, les terroristes ont atteint leur but, frapper les esprits. C'est une expérience intime. Et c'est d'ailleurs un des objectifs des terroristes, c'est terroriser. Ça va de soi, c'est la définition même, mais par le biais de cette information qui est omniprésente, finalement, ils ont réussi à rentrer dans l'intimité de chacune des familles. Il y a des gens en Seine-et-Marne qui n'osaient plus, évidemment, pendant la traque des Kouachi, sortir de chez eux. Il y avait une panique chez les gens, certains services qui étaient un peu débordés, en plus les pouvoirs politiques qui étaient submergés par l'événement. Quand François Hollande dit « nous étions au courant de la menace », je suis persuadé qu'il a dû être aussi très étonné de voir un commando de 2 hommes, pas plus, semer autant de cadavres derrière eux à Charlie Hebdo. Un peu plus tard dans la nuit, à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur, une autre surprise attend Bernard Cazeneuve. Il apprend que Chérif Kouachi était suivi depuis 2009 sur la liste noire des terroristes aux États-Unis. Que des rapports l'identifient avec un homme bien connu des services secrets français, Jamel Begal. Un homme qu'il a rencontré en prison quelques années avant son départ pour le Yémen. Begal, ancien des groupes islamistes armés algériens, formé en 2000 dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan, agent dormant de Ben Laden. Begal, le mentor de Chérif Kouachi. Voilà ce que découvre le ministre ce 7 janvier.
de quoi susciter le doute sur l'efficacité de ces services. Comment se fait-il que deux personnes, à ce point surveillées, à ce point déjà impliquées dans des affaires précédentes, qui ont des liaisons, notamment le frère aîné, aussi constantes et régulières avec les réseaux, on va dire, internationaux du djihadisme, sous surveillance pendant très longtemps par la direction du renseignement de Paris, sont d'un seul coup, parce qu'ils se sont installés à Reims, sortis un peu de, comme on dit aujourd'hui, sans qu'on sache trop ce que ça veut dire, des radars. C'est avec Jamel Begal que les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly apprennent la taqiyya, l'art de la dissimulation enseigné par les instructeurs d'Al-Qaïda. Vivre comme tout le monde, pratiquer sa religion sans prosélytisme, se fondre dans la masse, ne montrer aucun signe d'un islam radical. Dans les rapports des services secrets, des centaines de pages sont pourtant consacrées aux liens étroits qu'entretiennent entre 2005 et 2013 les tueurs avec des émissaires d'Al-Qaïda en France. Des centaines de notes, des dizaines de photographies consignées, jamais transmises à la justice. Des gens qui recueillent du renseignement. C'est-à-dire qu'en fait, leur boulot, c'est prendre des photos, faire des rapports. Un service de renseignement, son vrai danger, c'est quand il estime qu'il se suffit à lui-même. Quand il oublie que le renseignement sur le territoire français en matière de terrorisme ne peut que servir le judiciaire. Très clairement, si on veut empêcher de nuire quelqu'un en France, il faut à un moment donné pouvoir lui mettre les menottes et avoir assez de preuves pour l'envoyer aux assises. Il ne s'agit pas d'accumuler des infos. Des dysfonctionnements qui ébranlent au plus haut sommet de l'État. Bernard Cazeneuve le premier jour, très rapidement, moi j'ai pas assisté parce que j'étais sur le terrain, a piqué une colère froide. Bernard Cazeneuve, c'est pas le genre à pousser des hurlements, mais c'est le genre à avoir des colères froides. Sur le manque de fluidité entre les services, on va le dire comme ça. Mais évidemment, pour un ministre de l'Intérieur, ou même pour un président de la République à l'époque, c'est particulièrement terrifiant de voir les notes classifiées que vous arrivez sous le nez et vous dire si on les connaissait. Ces informations n'ont pas été transmises. Pourquoi? La réponse tient sans doute dans le nombre de services engagés dans la lutte antiterroriste. Près d'une trentaine. Chacun recueillant des renseignements qu'il ne partage pas forcément avec les autres. Ce 7 janvier, des milliers de policiers, des centaines de journalistes regardent dans une seule direction, les Kouachi. Sans se douter qu'Hamedi Koulibaly va passer à l'action. Koulibaly, 33 ans, né dans l'Essonne, un passé de petit braqueur, condamné à plusieurs reprises. En prison, il rencontre Cherif Kouachi et Jamel Begal en 2005, puis se convertit à l'islam radical. Ce 7 janvier, il envoie ses vidéos en Syrie. À cette heure, les Français rendent hommage aux morts de Charlie Hebdo, sans imaginer ce qui va suivre. « 8 janvier, 8 h, 21 h après la tuerie de Charlie Hebdo. Les frères Kouachi braquent une station-service dans les environs de Villers-Cotterêts. Puis ils disparaissent à nouveau sans laisser de traces, malgré la diffusion de leurs portraits et les centaines d'hommes à leur poursuite. » Et là, la population qui d'habitude va nous aider pour nous dire on a vu passer rien, les gens n'ont rien vu. Et on ne trouve pas d'informations dans l'environnement. Ce qui laisse quand même penser que les gens n'ont pas fui la zone. Le GIGN, appuyé par les unités du RAID, établit dès lors son quartier général à Villers-Cotterêts. La fouille d'un des plus grands massifs forestiers de France commence. 13 000 hectares, une forêt plus grande que la superficie de Paris. Au même moment, à Montrouge, Koulibaly est passé à l'action. Sa cible, les policiers. Il vient d'abattre froidement de plusieurs balles tirées à bout portant une agent de la police municipale et en blesse grièvement un autre. Un attentat qui crée la confusion. Effectivement, il y a une vraie question qui est posée. Est-ce que ce sont les Kouachi qui sont revenus? Est-ce qu'il y a un réseau de soutien, d'appui? Est-ce qu'on va avoir d'autres attentats dans Paris? Ça fait beaucoup. Un assassinat qui sème la panique.
De l'autre côté de la rue, l'école juive de Montrouge. Koulibaly avait-il l'intention d'y commettre un massacre? L'inquiétude se lit sur les visages des politiques, conscients que désormais, les terroristes peuvent agir simultanément en différents lieux. Et là, la situation, la crise s'aggrave. On bascule sur 2 équipes de terroristes en même temps, en région parisienne, ce qui rajoute de la confusion à la confusion. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai pensé aux attentats de Bombay de 2008. Plusieurs commandos qui opèrent en même temps dans une même ville sur des cibles différentes, ce qui donne l'impression, et les alertes vont se multiplier d'ailleurs à la fois dans les heures et dans les jours qui suivent, ce qui donne l'impression qu'il y a des terroristes partout, qui peuvent frapper n'importe où, ce qui est le but cherché par les terroristes. Koulibaly, le 3e homme. C'est lui qui est en contact avec des commanditaires en Syrie, qui reçoit des ordres par mail. Fais ce que t'as à faire, mais simple, lui dit-on. Après le meurtre de Montrouge, on lui demande de se cacher. Koulibaly, l'homme de l'ombre qui a su passer à travers les mailles des services de renseignement. Koulibaly, c'est quelqu'un de très organisé, je dirais presque un maniaque. Tellement il est précis. C'est quelque chose qui démontre quand même une certaine forme de professionnalisme. Quand vous débrouillez pour avoir un appartement conspiratif, c'est-à-dire un endroit que personne ne connaît, que vous allez louer sous un faux nom, hein, et où vous allez entasser votre matériel, hein, pour vous cacher après avoir commis des délits ou avant de les commettre, ça prouve quand même que tout avait été pensé, prévu, toutes les sortes d'objets, les caméras, les cartes de crédit, les téléphones, etc. Les frères Kouachi n'ont pas fait beaucoup de préparatifs pour les attentats. C'est essentiellement Amédi Koulibaly qui a tout fait, qui a trouvé des sous-traitants, des jeunes gars de banlieue pour lui fournir notamment des armes. On peut très vite être repéré quand on essaye de se procurer des armes. C'est lui qui va tout faire, qui va agiter ses réseaux de braqueurs pour les obtenir et qui va sans doute les donner aux frères Kouachi la veille de Charlie Hebdo, dans la nuit. Koulibaly, planificateur et stratège. Une nouvelle surprise pour le ministre de l'Intérieur. Koulibaly est lui aussi connu des services secrets. En 2010, avec Cherif Kouachi et Bégal, il projette l'évasion de l'artificier des attentats de 95 à Paris. Il sera condamné, puis libéré en 2014, 9 mois avant les attentats. À partir de cette date, plus aucune trace de surveillance. Koulibaly semble avoir disparu des radars du renseignement. Pourquoi ? Mais c'est compliqué parce qu'on a une bureaucratie dans l'enseignement. On a un seul grand service de renseignement intérieur, très hiérarchisé, incroyablement hiérarchisé, où toutes les décisions sont prises en haut. Et donc voilà, l'info a été quelque part. Elle n'est pas traitée en temps et heure parce que celui qui est sur le terrain n'a pas mis Stabilo Bossé en jaune toutes les lignes, n'a pas appelé 5-6 fois pour dire mon rapport il en est où, c'est urgent, c'est urgent. Il a juste transmis l'information. Donc dans la masse des informations inquiétantes, hein, il faut imaginer aussi la masse, certaines peuvent être sous-estimées. 2 semaines avant les attentats, la Cour des comptes adressait une note au ministre. Le partage du renseignement entre services reste rare et alimente des rivalités. La coopération est inexistante. En avril 2015, le Sénat évoquait une guerre des polices et la réticence des services à partager leurs informations. Des dysfonctionnements qui profitent aux terroristes. Leurs préparatifs vont passer inaperçus. Pour déjouer les écoutes, ils utilisent les téléphones portables de leurs épouses. Fin décembre, Koulibaly fait exfiltrer sa femme, Hayat Boumedienne, vers la Syrie. Dans les jours qui précèdent les attentats, Koulibaly et les frères Kouachi règlent ensemble les derniers détails de leurs opérations. Les Kouachi vont agir au nom d'Al-Qaïda au Yémen, Koulibaly pour le compte de Daesh, l'État islamique. 2 organisations terroristes pourtant rivales, qui se livrent une guerre fratricide en Afrique et au Moyen-Orient. C'est le premier attentat en France revendiqué au nom de l'État islamique. Et on a la transition finalement, au sein même de leur opération commune,
entre ces deux organisations qui pourtant, on le sait, sur le terrain ne s'entendent pas, sont rivales, sont même en conflit. On ne peut pas toujours raisonner en logique pure avec ah ben là, mais alors pourtant en Syrie, Nosra, donc Al-Qaïda, fait la guerre à l'État islamique, s'il se tape dessus, comment ils pourraient faire une opération en Europe ensemble, c'est absurde. Par contre, il faut oublier ça. On a affaire à des islamistes. Des gens qui veulent tuer du mécréant, ils se retrouvent au moins sur ce terrain-là. Depuis 2010, la France est en guerre contre le terrorisme islamique. Elle s'est engagée en Afrique, mais aussi en Irak, en Syrie, en Afghanistan, seule ou au sein de coalitions internationales. Elle est devenue la cible de nombreux groupes terroristes inféodés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Vendredi 9 janvier, les frères Kouachi sont toujours invisibles, malgré une chasse à l'homme menée par le GIGN et le RAID. Cela fait 48 heures que les tueurs échappent aux mailles du gigantesque filet qui leur a été tendu. On veut les retrouver. D'abord parce que c'est des assassins et qu'il faut faire cesser ça. Il faut arriver à les choper pour ça. Et la deuxième chose aussi, parce qu'on est les flics et les gendarmes sont des chasseurs. On est en état de recherche. On veut trouver. 8h15. Leur voiture est embourbée. Ils braquent une automobiliste sans la prendre en otage. Elle prévient le GIGN et donne la direction prise par les terroristes. À 8h40, les hélicoptères décollent et les voitures suivent. Et en fait, ils rentrent, malgré eux, dans une espèce d'entonnoir. Et la butée de cet entonnoir, ça va être l'entrée de Villers-Cotterêts. Ils arrivent sur un grand carrefour qui est tenu. Ils n'ont pas d'autre choix, en fait, que de dégager vers la gauche la zone industrielle. Tout le monde est derrière les frères Kouachi. Tout le monde. Personne, pour l'instant, ne se soucie. Le mot est faux, parce qu'il y a les équipes d'enquête qui se soucient de Koulibaly, mais personne n'est sur Koulibaly. On est tous sur l'événement immédiat. À Damartin-en-Gouel, le GIGN se met rapidement... C'est le secteur gendarmerie, donc c'est le GIGN qui agit, se met rapidement en position. Et moi, je me mets en réserve arrière. Les Kouachi se sont retranchés dans une imprimerie. Ils ne détiennent pas d'otages. Ils ignorent qu'un employé s'est caché dans des cartons. Le GIGN se prépare pour l'assaut. Jean-Michel Fauvergue et ses hommes du RAID sont sur place en soutien. Le général Bonneau, patron du GIGN, va diriger l'opération. On va essayer, par tous les moyens, de rentrer en contact avec les frères Kouachi. Le problème, c'est qu'on sera devancé sur l'appel. Une chaîne de télévision a contact avec un des frères Kouachi. Ce contact, en fait, est catastrophique pour nous, parce que c'est un contact, en fait, de revendication de l'acte. Nous sommes les frères Kouachi, nous avons vengé le prophète, terminé. Et la conversation se finit là. Donc tout ce qu'on va faire après pour reprendre contact, c'est fini. Koulibaly est désormais seul. La veille, il a reçu un mail de son commanditaire en Syrie. Quand il apprend que les Kouachi sont encerclés, il décide d'agir. Il lui faut des otages. Sa nouvelle cible, la communauté juive. Il se rend porte de Vincennes. L'hypercacher va fermer. Les derniers clients sont à la caisse. L'attaque est filmée par la vidéosurveillance du magasin. Un peu avant 13h, on apprend qu'il y a quelqu'un qui s'est retranché à la porte de Vincennes dans l'hypercacher, qu'il aurait tué des otages et qu'il aurait une vingtaine d'otages. Koulibaly vient d'abattre froidement 3 personnes, un employé et 2 clients qui tentaient de fuir. Il tuera une 4e personne quelques minutes plus tard. Immédiatement, Jean-Michel Fauvergue et ses hommes quittent Damartin-en-Gouel, direction Paris, porte de Vincennes. Tout de suite, j'envoie 2 officiers du GIGN avec Jean-Michel Fauvergue à l'hypercacher, et Jean-Michel Fauvergue me laisse 3 officiers du RAID pour avoir le contact nécessaire au cas où on puisse avoir des prises de contact, des négociations, vous voyez, pour qu'on puisse se coordonner jusqu'à l'assaut. Le RAID met moins d'1 heure pour arriver aux portes de Paris, mais le périphérique est saturé. La circulation est bloquée sur les périphériques. Et moi, j'arrive par la porte de Bagnolet. Pour aller jusqu'à la porte de Vincennes, je suis obligé de descendre avec j'ai mon commandant opérationnel avec moi et un chauffeur.
et on est obligé de taper aux vitres des voitures pour qu'elles s'écartent un peu pour qu'on arrive à passer. À un certain moment, il y a 2 motards en civil qui nous passent devant et qui font la circulation. Bon, je soupçonne, il y en a un, ça devait être un policier, parce qu'il a un sifflet à roulette, ou alors un arbitre de foot, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils font la circulation et ils nous poussent les véhicules. Et on arrive à passer, on arrive à la porte de Vincennes dans une atmosphère surréaliste, quoi. Porte de Vincennes, c'est l'effroi. Les premiers policiers arrivés sécurisent le quartier. Ils ne savent combien de personnes sont à l'intérieur de l'hypercachère, ni même combien de terroristes. Seule certitude, des coups de feu entendus par les passants. Une femme prise en otage raconte la violence de l'attaque. Un témoignage enregistré quelques heures après sa libération. Au moment où on est parti dans le rayon des bonbons, on a entendu boum. Le gars, il avait un gilet pare-balles, 2 kalachnikovs à la main, un couteau et un pistolet. Dès qu'il est rentré, il a tiré. On était assis et à notre droite, il y avait 2 cadavres. Où il nous a fait peur, c'est qu'il nous a dit « Moi, j'ai pas peur de mourir ». Il a dit « C'est soit je meurs, soit je prends 40 ans de prison ». Il savait que c'était son dernier jour. Ça criait fort, ça criait, il disait que les terroristes sont rentrés. Il y avait un bébé aussi qui pleure. Ah, c'était panique totale. Hein. Parce que les moments qu'ils ont descendu en bas, ils sont descendus une force, puissance. Il y avait presque une dizaine de personnes qui se bousculent dans une escalier colonne maçon. Il n'y a qu'une personne qui peut descendre, mais tellement qu'ils sont bousculés, ah, c'est une panique totale. Hein. Parce que même quand tu vois les gens en face de toi, les façons qu'ils te regardent, c'est terrible, hein, c'est terrible. Au moment de l'attaque, Lassana Bathily est au sous-sol, dans le local de stockage des marchandises, au niveau des chambres froides. Il entend les coups de feu. Les clients se précipitent dans l'escalier qui descend au sous-sol. Il tente de les calmer. Lassana ne panique pas et cache une dizaine de personnes, dont un bébé, dans les 2 chambres froides. Vu que les terroristes étaient tout seuls, bon, il ne peut pas gérer les groupes qui sont là-haut et en bas. Du coup, il a préféré rester là-haut. C'est ça qui nous a sauvés. Sinon, s'ils étaient descendus en bas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, parce que c'est sûr qu'il va bombarder la porte. Parce que déjà, il a vu que les gens, il a vu déjà les gens qui commencent à descendre dans l'escalier. Il sait qu'il y a les gens qui sont cassés en bas. C'est sûr qu'il va faire quelque chose. À l'extérieur, les hommes de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, la célèbre brigade anti-gang, sont déjà sur place. À 13h40, le raid arrive enfin et prend la direction des opérations. Le raid, comme la plupart des unités d'intervention, a du matériel important et qui coûte très cher. Et dans ce matériel important qui coûte très cher, matériel roulant, on a un poste de commandement roulant dans un grand camion. Ce grand camion, il est resté sur les périphériques dans la circulation. Impossible de l'extraire de là. Donc on s'adapte. Il y a 2 camionnettes qui sont en stationnement, on les met en angle, en aile, et on scotche sur les camionnettes des papiers de paperboard, et on crée notre PC de là pour essayer de voir d'abord la stratégie, mais la stratégie, là, il n'y en a qu'une, c'est l'assaut, assaut, assaut, assaut. Mais comment on va mener cet assaut-là? Parce qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi. Par où on va rentrer? Est-ce qu'on a la clé de la porte? Est-ce qu'on va faire exploser la porte arrière, ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va faire des brèches dans le mur, ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on fait une brèche dans le plafond, ce qu'on n'a pas fait non plus, etc., etc. Comment sont les rayonnages? Combien il y a le plus de renseignements possible pour savoir combien il y a d'otages à l'intérieur? Combien il y a de preneurs d'otages? Combien il y a d'étages, etc., etc. Dans ce climat de guerre, l'incroyable se produit. Un homme est au téléphone avec un des otages, caché dans une des chambres froides. Apparemment, il est au premier étage, d'accord? Donc apparemment, comme il est au premier étage, il ne peut pas se séparer des premiers otages. Donc il ne pourra jamais descendre en bas. Apparemment, vous êtes tranquille. Tant que vous restez tranquille et que vous ne faites pas de bruit, vous ne serez indétectable. Maintenant, explique-moi quelque chose, Johan. Est-ce qu'il peut repérer la clé que tu crois que tu as cachée? Impossible. Alors c'est très bien. Et il ne peut pas ouvrir de l'extérieur, c'est impossible. Ok, ils sont 6 avec un bébé. D'accord? Un bébé d'1 mois. Ils n'en peuvent plus, ils meurent de froid parce qu'ils sont dans une chambre de froid. Est-ce que tu as réussi à couper le froid?
Ils ont réussi à couper le froid, mais il fait très froid. Ouais. Il a caché, lui, il a claqué la porte et il a caché la clé dans un boîtier à côté de la chambre froide. 6 plus un bébé dans la chambre froide. Voilà. Monsieur, je m'en occupe. Monsieur, je vais vous demander de rester là, puis de rester à nos dispositions. Vous sortez là-bas. Pendant ce temps, Koulibaly téléphone aux médias. Il raccroche mal le combiné. Une radio l'enregistre. Il accuse ses otages de financer avec leurs impôts les guerres de la France au Mali et en Syrie. Avec courage, un des otages lui répond. Quand moi je paye mes impôts, ce que je veux, nettoie la route, fasse des super écoles. Quand tu vas payer tes impôts, pour la somme que je peux leur donner, 30% elle va aller à la défense, 30% je sais pas, l'agriculture, etc. Donc, c'est comme toi demain, je te permets, hein. Quand tu manges quelque chose qui est pas bon pour toi, parce que c'est bon, du sucré, des frites, c'est tu manges parce que tu dois manger. Peut-être que ça te fait du mal indirectement, mais tu veux pas te faire du mal. Nous c'est pareil, on paye nos impôts, mais on veut de mal à personne. D'accord, mais moi je dis que jamais tous les individus arrivent à s'unir, comme là pour Charlie Hebdo, pour élire un président, et bien faites la même chose en vous disant, faites des manifestations et dites, c'est les musulmans tranquilles, vous nous laissez tranquilles. Pourquoi vous le faites pas? En même temps, il y avait des enfants qui vont. On est en face d'un individu hyper radicalisé, qui est, à mon avis, déterminé, bâton de dynamite, 2 Kalachnikov. Okay. Il semblerait qu'il soit seul. Oui. Mais on n'exclut pas l'hypothèse d'un deuxième, parce qu'on a vu le deuxième. Mais il semblerait qu'il soit seul. D'après les otages qu'on a eu au téléphone, certains en tout cas, ils parlent d'un seul. Voilà. 19 otages à peu près. En haut, en bas, répartis, on ne sait pas comment. Et possibilité éventuellement d'une ouverture de porte. Si on ouvre cette porte, il faut qu'on rentre. Oui, alors c'est ce que je voudrais négocier pour les gens. On est OK, on va vers l'intervention. On y va. On y va. Ce que je voudrais être sûr avant, pour les gens qui sont à l'intérieur, je voudrais être sûr qu'on sache où est cette porte arrière. Je voudrais être sûr qu'on puisse l'ouvrir en priorité, que les gens qui sont derrière puissent être évacués des lieux. 15 heures. Le président convoque ses ministres et les présidents des assemblées. La décision d'un assaut simultané contre les Kouachi à Damartin et Koulibaly porte de Vincennes est décidée au plus haut niveau de l'État. À ce moment-là, surtout, il y a des exigences. Il faut arrêter les tueurs, et si j'ose dire, sauver ce qui est sauvable, notamment lors de la prise d'otages. Et puis surtout, je pense, moi, ne pas les prendre vivants. Il y a une volonté d'extirper le mal, de régler définitivement l'affaire. 15h10. Le feu vert du double assaut simultané est transmis aux unités d'élite. À Damartin-en-Gouel, les 150 gendarmes du GIGN sont prêts et se positionnent devant l'imprimerie. Ils le savent. S'ils interviennent trop tôt contre les Kouachi, ils mettront en péril la vie des otages de l'hypercachère. Koulibaly dit « Ne tentez rien contre les frères Kouachi, sinon ce sera un massacre ici ». Donc on suit minute par minute ce qui se passe à Vincennes. À un moment donné, les fonctionnaires du RAID qui sont avec nous disent « On avance vite sur la solution d'assaut ». Et aux alentours de 16 h, en gros, on se prépare. On se prépare pour donner un assaut quasiment simultané. Jean-Michel Fauvergue est en train de préparer son affaire, donc nous, on prépare notre affaire. Et à 16 h, je crois, à 16h20 de mémoire, hein, 16h18, je crois exactement, on nous dit stop. Stop. Donc ça, c'est les garçons du RAID qui sont avec nous disent stop, parce qu'il y a une reprise de négociation avec Koulibaly. Depuis l'affaire Mera, le RAID a changé ses process d'intervention sur ces types d'individus radicalisés, dont on sait qu'ils ne se rendent jamais. Jamais. Et dont on sait aussi que non seulement ils ne craignent pas la mort, mais en plus ils recherchent la mort. Et dont on sait aussi que quand le RAID arrive, ou les unités d'intervention, à un certain moment, il va nous charger pour aller à la recherche de la mort en combattant le plus vaillamment possible pour monter au paradis d'Allah le plus rapidement possible. À aucun moment, ces gens-là ne se rendent. À aucun. Donc on va transformer la négociation en contact. Et après, un assaut non réversible, continu. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Lassana Bathily a réussi à s'échapper de l'hypercachère. Un acte insensé, héroïque. Dans sa poche, les clés du magasin. C'est là que j'ai coupé la moteur des congélateurs pour qu'ils n'aient pas à avoir froid.
Après, j'ai coupé la lumière. Il y a certaines personnes qui m'ont même empêché pour me dire que non, il ne faut pas mettre ta vie en danger, c'est très dangereux. J'ai dit, mais on ne peut pas rester tous ici. Il faut que je prévenir la police comme cas, là où il y a certaines personnes aussi qui se cachent en bas parce qu'ils savent que le magasin est attaqué. Mais ils ne peuvent pas savoir combien de groupes dans les magasins. Et le moment que j'ai pris mon charge pour monter là-haut, mon cœur s'est bat. Parce que je ne sais pas si je vais tomber sur les terroristes en face de moi. C'est la vie ou c'est la mort. Hein. C'est des choses. Hein. Moi, c'est ça qui était dans ma tête. Hein. Soit j'ai vu, soit j'ai mort. Déjà, on était déjà menacés. Bon, si c'est la fin de mon jour, c'est ça que je vais mourir. Mais si ce n'est pas la fin de mon jour, je vais sauver. C'est ça qui était juste dans ma tête. Hein. Franchement, il y a que deux choses. Hein. On ne peut pas faire d'autres choses. On ne peut pas dire qu'on va rester tous... rester en bas, angoisse, sans prévenir, rester fermé là-bas. Moi, c'est ça qui m'a gêné. J'ai dit non, moi, je vais faire quelque chose. Si ça marche, oui, ça va. Si ça ne marche pas, j'ai tenté quand même, quoi. Il s'est échappé avant qu'on arrive, nous, avant qu'on se mette en place. Et il nous est amené par le service de police enquêteur qui nous l'amène à disposition en nous disant, voilà, lui, il a des renseignements à te donner sur le dispositif des lieux, il a les clés, etc. Ça peut être intéressant pour vous. Donc, on le prend. Et nous, les renseignements qu'on lui prend, c'est les renseignements d'ordre opérationnel. Moi, ils me posent des questions, est-ce que vous connaissez ces clés? J'ai dit, ouais, c'est les clés de notre magasin. Ils ont dit, c'est quelle clé qui devait ouvrir vraiment les deux portes. Moi, j'ai donné les clés. Les raids, là, c'est là qu'il a insisté. C'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Est-ce qu'à l'intérieur, on tourne une petite poignée et qui remonte avec en haut, en bas, là? Ouais, mais elle est cassée, quoi. C'est cassé? C'est cassé, ouais. Donc en fait, ça tient pas beaucoup? Ça tient pas beaucoup. Ils ont mis une barre, hein. Non, le bar, ils ont levé. Là, c'est sorti par là. Oui, non, mais là, j'ai vu sur la vidéo, ils l'ont remise la barre. Ils ont remis encore? Ils ont mis la barre, ouais, avec ça, ils ont remis la barre. Ils ont mis une barre, c'est ça? Ouais, je pense qu'on la voit sur la photo. Mon rôle à moi, c'est aussi de partir du PC opérationnel où moi, je dois protéger mes opérationnels. C'est-à-dire que personne ne doit rentrer dans le PC opérationnel, autre que les techniciens. Et moi, je dois aller extraire l'information et aller la porter au PC où il y a les autorités pour les calmer, pour les faire respirer, pour les faire ventiler, pour éviter leurs injonctions un peu particulières et protéger les gars qui sont en train de me faire le plan d'assaut. En dehors de ce fait-là, moi j'ai des petits temps morts où j'attends que mes gars se mettent en place. Et pendant ces temps morts, je vais voir mes gars. Piaf d'impatience, quoi. Je veux dire, ils veulent y aller. On est plein d'adrénaline dans tout ce qu'on connaît. 16h30, Dammartin-en-Goële. Le GIGN attend toujours des nouvelles de la porte de Vincennes. Le feu vert de l'assaut leur sera donné au moment où le raid sera prêt. La situation est figée. Les minutes filent, avec le risque que les frères Kouachi tentent une sortie. Nous, on se dit, ils vont sortir. Et on voit, à 16h43, on a la porte qui s'ouvre. Et à peu près 5 minutes plus tard, ils sortent. Ils sont préparés à ça. C'est une action de guerre. C'est une action de guerre. Ce sont des gens qui n'ont à aucun moment le souci de reculer. Ils savent qu'ils tirent en avançant, ils tirent bien, en appui mutuel. Là, c'est du calibre important. Donc, ils sont touchés. Un des frères est touché au niveau du bras. Donc, il tombe. Il reprend l'arme de l'autre main, si vous voulez. Donc, quand les gens se relèvent et qu'ils continuent d'avancer, à un moment donné, vous traitez au niveau des jambes ou d'ailleurs. Et finalement, la priorité, c'est comme la préservation de nos hommes. Moi, je ne peux pas avoir des gens qui viennent au contact des gendarmes du GIGN. Et donc, le tir, si vous voulez, il est progressif. Et au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre choix que de les arrêter, que de les neutraliser. Dès que le top action est donné à Dammartin, l'information est immédiatement transmise à Jean-Michel Fauvert. Quand la nouvelle arrive porte de Vincennes, les hommes du raid ne sont pas encore prêts. Il leur manque une vingtaine de minutes. Le plan d'attaque est changé. Désormais, il faut agir vite. Koulibaly a prévenu. Il tuera tous les otages si les frères Kouachi sont abattus. Bon, au départ, je ne comprends pas parce que ce n'était pas ça qui était prévu et moi, je n'étais pas tout à fait prêt. Et donc, comme on craint que Koulibaly ne soit en contact avec les frères Kouachi,
Donc j'accélère mon assaut. J'accélère mon ordre d'assaut et à 17h15, on passe à l'assaut. Porte de Vincennes. Des centaines de CRS bloquent désormais tous les accès. Des dizaines d'ambulances se positionnent. L'hôpital Béguin est à moins d'1 kilomètre. Une colonne de la BRI progresse à l'arrière de l'hypercachère pour faire diversion. Les unités du raid se positionnent devant l'entrée du magasin. Au top assaut, mes artificiers mettent le 120 grammes d'explosifs sur la porte arrière. Compte tenu du fait qu'on était filmé en direct, on n'a pas pu prépositionner nos explosifs. Sinon, Coulibaly à l'intérieur en train de regarder la télé l'aurait su. Donc on les a mis au dernier moment. Quand je donne le top départ assaut, j'ai mes 2 artificiers du raid qui vont à la porte arrière et qui mettent les explosifs. Ça prend quelques minutes quand même. Ils font péter les 120 grammes, ça fait un bruit énorme. Pendant ce temps, Coulibaly était au téléphone, donc il était première chose au téléphone. Ensuite, l'effet de sidération de l'explosion. Et après, la colonne d'assaut de la BRI à l'arrière qui ouvre le feu et qui tire à travers la palette et en direction de Coulibaly qu'ils aperçoivent. Coulibaly est en enfilade au fond de la pièce. La technique d'assaut du raid est assez simple, c'est-à-dire les 2 colonnes d'assaut arrivent l'une par la droite, l'une par la gauche. Celui qui est à gauche rentre en premier. Il voit tous les otages qui sont massés sur la gauche. Il y a aussi les cadavres, il y avait 4 personnes qui avaient été tuées auparavant, donc il y a un cadavre sur la gauche et des caddies. Donc il est empêché d'aller sur la gauche et puis il se dit si je vais sur la gauche, je vais attirer le feu sur les otages. Donc très intelligemment, il bifurque sur la droite. Et là, Coulibaly le suit dans son axe de tir et se détourne des otages. C'est inutile de pénétrer puisque Coulibaly est dans l'axe de tir. Voilà. Et il décide de charger. Il n'y a pas le temps d'avoir peur, il n'y a pas le temps de l'appréhension. Moi, la seule... c'est pas une peur, c'est une appréhension que j'ai eue, c'est quand ça commençait à rafaler derrière et quand le rideau métallique s'est mis en marche. Un rideau métallique qui se lève, ça met 40 secondes, même pas. Hein. Mais c'est une éternité. Et là, je suis en train de me dire, voilà, s'il retourne son arme sur les otages, il me les tue tous. Poussez-vous les gars! On fait quoi? On va vous prenez. Vous êtes blessés? Vous êtes choqués? Vous avez quelque chose de blessé ou pas? On n'a pas choqué, vous avez rien. Non. Ok. Deux ambulances pour le raid. Ils sont à terre. Il y a 2 blessés graves à terre. 4 morts, 26 otages libérés, 4 hommes du raid blessés. Une opération qui aura duré moins de 2 minutes. Et des hommes, des femmes, des citoyens à jamais traumatisés par la perte d'un ami, d'un proche, d'un collègue. Moi, les moments les plus forts, quand j'ai vu tous les otages qui est sorti. Les moments les plus forts, quand on était tous regroupés dans la banque, là, et on était tous sortis, je vois la majorité des personnes que je connaissais. Je me suis un peu soulagé. Mais j'étais un peu triste après, quelques minutes après, parce que j'ai entendu derrière de tout le monde, toutes les personnes que je connaissais, je demandais où est l'autre, où est cette personne, où est cette personne. Quand je suis arrivé, mon collègue là, je voyais que les gens ils commencent à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il est blessé, quoi. C'est là, il ne veut pas me dire qu'il est mort. Mais moi aussi, j'ai compris que lui, il est mort. C'était douloureux, quoi. C'était douloureux pour nous.
Il faut continuer à vivre, il ne faut pas penser à ça. Bon, je me disais qu'il faut prendre des fonctions tout de suite. C'est là que je me suis engagé, travailler pour avancer dans la vie, d'oublier de la peur, parce qu'avec la peur, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Voilà, je me disais que la vie continue, quoi. Le 11 janvier, la France entière rend hommage aux victimes et à tous ceux qui ont pris le risque de mourir pour sauver des vies. Il n'y a pas un membre du GIGN qui ne veut pas être sur l'action. Il faut gérer ça. Il faut gérer parce que tout le monde n'est pas sur l'action. On n'a pas à mettre tout le monde sur l'action. Donc il faut gérer ça. Il peut y avoir des accros dans le déroulé, il peut y avoir des choses qui ne vont pas, mais au final, on a l'impression quand même d'un travail accompli, et bien accompli. Ce qui fait très plaisir le 11 janvier, c'est qu'on voit aussi les forces de l'ordre se faire applaudir. Tous ensemble, avec derrière nous toute la population française, on a réussi à résoudre ce problème et à sauver 26 vies. C'est une... 26 vies, c'est énorme. C'est énorme, 26 vies, vous vous rendez compte? Mais une population qui pose une question. Quelles leçons tirer de ces 3 jours de terreur? Tout ce qu'on aurait dû tirer comme leçon du passé, on ne l'a pas fait. On a laissé Al-Qaïda grossir, avec des camps d'entraînement à ciel ouvert, 25 000 personnes qui vont s'entraîner dans ces camps. On ne faisait rien. Du coup, il y a eu le 11 septembre. Et on a fait exactement pareil avec l'État islamique. On a laissé grossir, on ne faisait rien, et du coup, des gros attentats. C'est simplement l'idée qu'on ne s'en sortira jamais si on répète systématiquement les mêmes erreurs. On a eu des attentats, des choses terribles. En France, on a eu des choses terribles, hein, vraiment, entre le Charlie Hebdo, le 13 novembre, Nice, c'est quand même des événements hors normes, extraordinairement violents. Et à un moment donné, ça va baisser. En général, c'est comme ça, parce que la France, elle connaît le terrorisme des flambées depuis très longtemps. Et à un moment donné, bon, ça baisse. Et quand ça baisse, tout le monde baisse. Le niveau de surveillance baisse, l'intérêt qu'on porte aux choses baisse. Et on se laisse vite un peu anesthésier par l'absence de... Le but des terroristes, c'est de mettre à bas la démocratie, c'est de nous amener à renoncer à certaines de nos libertés et de nos pratiques politiques démocratiques. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure réponse à apporter au terrorisme, d'y renoncer de nous-mêmes et de mettre en place un État policier pour lutter contre le terrorisme. Je crois que finalement ce serait leur donner raison et leur donner la victoire de façon peut-être un peu trop rapide. Le 11 janvier 2015, les représentants de 44 pays rendent hommage aux victimes. Hommage aux mots liberté, égalité, fraternité. Ces mots avec lesquels les terroristes ont grandi.